Porteur, mes chers collègues, nous reprenons notre séquence d'audition en accueillant deux associations, l'association Clara et l'association Origine. L'association Clara est représentée par sa coprésidente, Madame Sylvie Ménesson, ainsi que par son avocate, Maître Laurence Roch. Nous avons également, au niveau de l'association Origine, Madame Audrey Kermalvezen et Monsieur Arthur Kermalvezen. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans le cadre de notre mission d'information. Outre vos travaux au sein de vos associations respectives, vos situations personnelles ont été largement médiatisées et contribuent à alimenter les débats et les réflexions sur la gestation pour autrui ou sur la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger, ainsi que, et je parle là pour l'association Origine, sur le droit d'accès aux origines. Nous sommes régulièrement amenés à nous interroger sur ces problématiques dans le cadre de notre mission d'information. C'est pour ça que nous avons souhaité entendre vos expériences et arguments sur ces sujets qui concernent la procréation et la filiation. Je vais donc vous donner maintenant la parole à tour de rôle pour un court exposé. Nous poursuivrons ensuite par un échange de questions et de réponses avec les collègues qui sont ici présents. Je rappelle que nos débats sont filmés et enregistrés. C'est pour cela que je vous inviterai à appuyer sur le micro pour prendre la parole et à l'éteindre ensuite pour permettre un bon enregistrement de nos travaux. Nous allons donc commencer donc par l'association Clara. C'est Madame Sylvie Ménesson qui va commencer. Je vous laisse la parole. Quand c'est rouge, c'est bon. Merci, monsieur Jean-Louis Touraine, de nous avoir invités. Merci aux autres personnes présentes. Je vais commencer par nous présenter. Donc, je suis la coprésidente de l'association Clara et Maître Roch est à la fois notre avocate, effectivement, mais aussi une représentante des experts, du comité d'experts de notre association. Alors, je vous propose de présenter les choses un petit peu dans le désordre par rapport à ce qui a été envoyé, parce que je voudrais commencer par présenter l'association qui a été créée en 2006. Nous avons actuellement plus de 2000 couples qui sont adhérents et on dénombre plus de 2500 enfants nés par GPA en France, vivant en France, dont, je dirais, les 3/4 sont issus de couples hétérosexuels et les 25% nés de couples de même sexe. Majoritairement, à 99%, ils sont nés au Canada et aux États-Unis. 1% seulement dans d'autres pays, contrairement à ce qu'on entend souvent. La plupart sont nés dans des pays où la GPA est encadrée et légale. Alors, notre association a deux objectifs. Le premier, c'est bien entendu ouvrir un débat sur la légalisation de la gestation pour autrui. Ce n'est pas l'angle qu'on a choisi aujourd'hui. Vous avez eu deux documents qui vous ont été envoyés, dont l'un, pour l'ouverture d'un véritable débat en France, reprend toutes nos propositions et je vous propose de focaliser sur le deuxième document qui, lui, est le deuxième objet de notre association, le deuxième objectif, qui concerne la situation des enfants nés par GPA à l'étranger et qui vivent sur le sol français. Parce que d'abord, ça correspond à l'une des promesses de M. Macron, candidat. Et ensuite, parce que c'est l'urgence et c'est la priorité pour nous. Donc, sur ce volet, les enfants, aujourd'hui, qui sont nés par GPA à l'étranger, sont discriminés. C'est le constat. Ils sont discriminés, pourquoi? Ils n'ont pas d'état civil enregistré dans les registres français. Ils ont un état civil dans le pays où ils sont nés, mais ils ont un autre état civil dans le pays français, dans la France, en France, ou du moins on voudrait leur donner un autre état civil. Et du coup, dans chacune de leurs démarches administratives, c'est extrêmement compliqué pour les parents, tous les jours dans la vie quotidienne. À chaque fois, ils sont soumis à l'arbitraire de l'administration qui concernée. Ici, alors je ne sais pas si vous pouvez projeter un slide ou deux. Il y en a deux qui sont, ou alors je vais les montrer, qui sont extrêmement importants. Dans le premier cas, vous avez la situation des enfants qui sont nés à l'étranger et pour lesquels il n'y a aucune contestation, qui ne sont pas suspectés de GPA, d'être nés par GPA. Et dans l'autre cas, beaucoup plus compliqué, voilà ce qui se passe pour les enfants qui
sont nés à l'étranger par GPA et dont les parents sont suspectés d'avoir fait une GPA. Et je dis bien suspectés, parce qu'il s'agit bien de ça. Donc, et ça, notre association demande à ce que tous les enfants soient systématiquement enregistrés sur les registres de l'état civil français, qu'ils ne soient plus considérés comme des enfants fantômes qui n'existent pas en France et qu'ils aient tous leurs droits, que leur intérêt supérieur soit véritablement respecté. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça l'urgence. Donc, alors, quelles sont les conséquences pratiques? Parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Oui, mais on nous dit, oh, ben, ça va, la transcription, c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien vivre en France. Ben non, il y a des conséquences qui peuvent être graves. Ça va évidemment de la délivrance du passeport, pour pouvoir rentrer déjà dans le pays des parents. Il y a deux types de pays. Il y a ceux où l'administration locale ne peut pas émettre de passeport, pour faire court, parce qu'il n'y a pas de droit du sol, et ceux où il y a un droit du sol, et donc les enfants peuvent rentrer en France. Par exemple, ceux qui sont nés au Canada ou aux États-Unis. Ensuite, dans les conséquences pratiques, on constate que pour la santé, pour la caisse d'allocation familiale, pour l'inscription à la sécurité sociale, pour les droits au congé postnatal ou parental, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, par exemple, les parents n'arrivent plus à obtenir, ou quasiment pas à obtenir de leur employeur un congé parental. Du coup, c'est très compliqué. L'inscription des enfants à la crèche, à l'école, l'inscription d'un majeur, qu'est-ce qui se passera par rapport aux dispositions à l'université? Pour les impôts, il n'y a pas de problème. Ça, ils sont considérés comme existants. D'autres conséquences pratiques pour la carte d'identité, le passeport français et le certificat de nationalité française. Je laisserai Maître Roch approfondir cette question-là tout à l'heure. On constate quand même beaucoup de difficultés pour obtenir la carte nationale d'identité et les passeports. Toutes les préfectures qui ont fait obstruction ont été condamnées ça peut aller même parfois jusqu'au déménagement des parents. Les parents préfèrent déménager plutôt que de rester dans une mairie ou un département qui refuse de leur donner des papiers. Plus grave encore, s'il y a la question de l'héritage ou du divorce des parents, parce que malheureusement ça arrive aussi, et dans les cas que nous avons dans l'association, ils ont eu toutes les peines du monde, et c'est extrêmement difficile pour les enfants d'hériter du parent qui est décédé. Ce sont des cas vraiment dramatiques. Alors, autre épisode de la vie, la retraite de la mère, puisque la loi prévoit une majoration pour les personnes qui ont des enfants. Mais là, il n'y a rien de précisé. On a eu quelques cas où la personne n'avait pas eu droit à cette majoration. Pour le droit de vote, et surtout, en matière psychologique, selon l'administration, on a le sentiment que ces enfants, en fait, ne sont pas vraiment français, qui n'existent pas, et même pour certains qui ne méritent pas d'être français. Et ça, les familles se sentent vraiment discriminées, stigmatisées, et heureusement pour leurs enfants, ces familles sont généralement solides et aimantes, mais cette situation ne devrait pas durer, et on attend de cette révision de loi de bioéthique qu'enfin les enfants ne soient plus discriminés, et que tous leurs droits soient reconnus. Alors, juste pour conclure, et après je passe la parole à Maître Roch, pour conclure, en fait, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une transcription systématique des enfants nés par GPA. On a fait aussi des propositions d'amendement au texte actuel, mais je vous les ai envoyées ou apportées si vous le souhaitez. Mais là, je ne vais pas détailler. En tout cas, pour résumer, c'est une transcription systématique qu'on demande. Maître Roch. Je vous remercie. Je vais donc apporter... Si vous voulez bien éteindre, Madame Ménesson, votre micro. Ça fait écho. Non, il faut l'éteindre pour que le vote puisse fonctionner. Voilà. Je vous remercie parce que je vais donc compléter et en même temps essayer de faire un petit peu de pédagogie dans un domaine où tout est dit. Et je pense que s'il y a
des personnes qui attendent vraisemblablement que le statut soit aussi fixé de ces enfants-là, c'est les magistrats. Soyons clairs, nous sommes aujourd'hui dans une situation au niveau juridique qui est totalement complexe et qui laisse la part à chaque juge très libre. En 2 mots, il ne s'agit pas aujourd'hui de se positionner sur pour ou contre la gestation pour autrui. La gestation pour autrui est un phénomène sociologique qui existe et il y a maintenant des enfants. Il y a une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et à ce jour, la France étant partie à la Convention européenne des droits de l'homme, les arrêts Ménesson et Labassé ont forcément fixé un cadre. Ce cadre qu'on appelle l'intérêt de l'enfant au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne est venue dire 1. Les États ont une marge d'appréciation, ils font ce qu'ils veulent en ce qui concerne la législation sur la gestation pour autrui. Et nous laissons les États décider s'ils veulent ou pas avoir éventuellement une législation qui autoriserait la gestation pour autrui. En revanche, cette marge d'appréciation est limitée quant à l'intérêt supérieur des enfants au regard du droit à l'identité. Et ce droit à l'identité, tel que défini par la Cour européenne des droits de l'homme, et on peut lire les arrêts dans tous les sens, c'est une identité totale. Autrement dit, conforme à l'état civil étranger. Pourquoi? Car dans ces dossiers-là, soyons très clairs, vous vous retrouvez dans la dichotomie suivante. Vous avez des actes de naissance étrangers, conformément établis au regard du droit étranger qui autorise la gestation pour autrui, et ces actes sont conformes à des jugements étrangers. Je ne vous ferai pas un cours de droit international, mais vous savez pertinemment que l'exéquatur des jugements étrangers permet de reconnaître intégralement ces jugements, sans qu'on puisse invoquer l'ordre public. Pourquoi? Parce que depuis les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation est venue dire 2 choses. 1. Au nom de l'intérêt des enfants et du droit à l'identité, on ne peut plus écarter la parentalité née issue de gestation pour autrui au regard de l'ordre public. Cette réserve-là n'est pas assez forte pour écarter l'article 8, ce qui n'était pas la jurisprudence des arrêts Ménesson qui ont donné lieu à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça, c'est les arrêts de 2015. 2017, la Cour de cassation n'a jamais été confrontée à la problématique de la transcription des actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui hétérosexuels. Qu'est-ce que la transcription? Je veux juste être courte, mais je pense que tout le monde ici ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Les enfants ont des actes étrangers avec les parents qui correspondent au jugement issu de gestation pour autrui. Autrement dit, si je reprends l'exemple des époux Ménesson, Madame et Monsieur Ménesson. Ces actes étrangers sont valables en France, mais cependant un certain nombre d'administrations, notamment en ce qui concerne les passeports et les cartes d'identité, exigent, à tort certes, mais l'exigent quand même dans la vie quotidienne, la transcription des actes sur les registres d'état civil à Nantes. Qu'est-ce que fait l'officier d'état civil à Nantes? C'est une facilité qui existe maintenant depuis le 19e siècle, qui est une facilité simple. Toute personne née à l'étranger de nationalité française, plutôt que d'aller systématiquement réclamer son acte à l'étranger, ce qui suppose éventuellement qu'il soit soumis aux aléas de ces pays-là, aussi bien financiers qu'éventuellement politiques, avec des disparitions potentielles d'actes d'état civil. L'officier d'état civil français transcrit sur un registre les mentions des actes d'état civil étrangers. En général, c'est une copie fidèle, mais c'est vrai que l'officier d'état civil est tenu de ne porter mention que des mentions qui sont conformes à la philosophie juridique du droit français. C'est dans ces critères-là qu'au départ, les transcriptions ont été refusées au nom de l'ordre public, car les mentions étaient portées suite à la gestation pour autrui. C'est comme ça que les dossiers arrivent devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et que dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle dit « Il est probable que la France puisse se suffire des actes étrangers, mais nous constatons que dans la vie quotidienne, les enfants n'ont pour un certain nombre ni les passeports ni les cartes d'identité. Pour d'autres, la crèche refuse l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ne reconnaissant pas éventuellement la mère d'intention, ou si nous sommes sur des gestations pour autrui homosexuelles, l'autre parent d'intention. Il y a également les droits de succession. Un certain nombre de notaires, c'est relevé dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, refusent de considérer que ces actes étrangers issus de GPA sont valables. Autrement dit, si la transcription n'est pas obligatoire, elle rend
la vie facile à l'égard des enfants nés de gestation pour autrui. Et surtout, la Cour de cassation est venue compliquer le débat. Parce que lorsqu'elle est saisie en 2017 de cette question de transcription, plutôt que de venir dire « ça n'est pas grave, ils ont des actes étrangers » et par ailleurs la filiation de ces enfants au regard de leurs parents d'intention est reconnue par le biais des jugements étrangers, que dit-elle? Elle dit en 2017 « je ne transcrirai pas la mère d'intention car je considère que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne m'imposent que de transcrire le parent biologique ». Et ceci en lisant le paragraphe 91 qui dit, notamment lorsque le parent est biologique, la violation de l'article 8 est d'autant plus flagrante. L'interprétation de la Cour de cassation est à minima. Elle dit, je l'interprète en considérant que ça n'est que la parentalité biologique que je transcris. Et donc je transcris le père, car le père est forcément sûr, ce qui d'ailleurs laisse quand même rêveur, car il y a un certain nombre de gestations pour autrui, je suis désolée, où le père n'est pas non plus le donneur de gamètes. Ça, c'est là première, à mon avis, erreur de la Cour de cassation. Et la seconde, c'est de dire, je reste dans les clous de l'article 8, car je propose l'adoption. L'adoption pose deux problèmes que les juges du fond ne manqueront pas de soulever. Le premier problème, c'est que dès lors qu'on a des actes étrangers, avec des parents d'intention, comment peut-on déposer une requête en adoption de ses propres enfants? Donc on ne peut pas d'un côté venir dire que les actes étrangers sont valables, que la transcription n'est qu'une facilité et obliger les parents à venir demander au juge ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on recrée une discrimination entre les parents mariés et pas mariés. Il n'y a pas d'adoption de l'enfant du conjoint s'il n'y a pas de conjoint. Autrement dit, il y a des gestations pour autrui, et là je ne vous apprends rien parce que ça fait quand même partie d'une évolution sociétale. Depuis les années 70, nous avons plus d'enfants nés hors mariage que d'enfants nés de mariage. La GPA n'échappe pas à la règle, elle est le reflet d'une vie sociale moderne. Autrement dit, ces parents-là, sauf à modifier les articles de la Déclaration des droits de l'homme et de l'article 12, la liberté matrimoniale suppose qu'on a le droit de se marier, mais qu'on a également le droit de ne pas se marier. Ce qui veut dire que pour ces parents-là, il n'y a aucune solution. Enfin et dernière chose, l'adoption suppose que le conjoint y consente. Les enfants de GPA sont maintenant des vieux enfants. J'ai donc maintenant des dossiers avec des enfants qui ont 12, 15, peut-être même 17 ans. Les parents n'échappent pas à la règle du fait que nous avons un couple sur deux dans la région parisienne qui se séparent dans les 10 premières années de mariage. Eh bien, il n'y a pas de consentement du conjoint dans ces moments-là. Et deux, et c'est un véritable problème aujourd'hui, j'ai des pères qui attaquent en contestation de la filiation d'intention de la mère, en considérant que dès lors que la Cour de cassation a donné comme signal que ces mères d'intention n'étaient pas les mères, puisqu'il faut qu'elles adoptent leurs propres enfants, le statut est flou. Et ils trouvent donc des avocats qui contestent les filiations devant les juridictions. En plaidant tous les jours devant ces juridictions, je peux vous dire que les magistrats réclament de ne pas avoir la responsabilité de devoir là dire à Nanterre, oui à l'adoption, à Créteil, non à l'adoption. À Nantes, je le dis aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Nantes résiste à la jurisprudence de la Cour de cassation. Et il résiste de manière très argumentée juridiquement. Il dit « Je suis désolé à la Cour de cassation, votre solution n'est pas conforme au droit international privé. J'ai des jugements étrangers. Ces gens ont des jugements étrangers qui sont valables. Ils sont opposables en France. Vous ne pouvez donc pas me demander de ne transcrire que le père au nom du sacro-saint respect de la filiation biologique, alors que notre droit français, à ce jour, mais peut-être qu'un jour, mais c'est un autre débat, nous reviendrons sur la filiation en France, mais à ce jour, la filiation n'est pas une filiation biologique. Elle coïncide peut-être à 70%, peut-être à 90% dans certains cas, mais pas totalement, et en tout cas, elle ne se définit pas comme ça. J'en finirai très vite pour vous dire que ça n'est pas un dossier récent. Je rappelle juste que la France a été condamnée il y a maintenant plus de 13 ans par la Cour européenne des droits de l'homme pour la dichotomie entre l'enfant adultérin et les autres enfants, et que c'était au même nom du principe du respect de l'ordre public qui était de défendre l'institution du mariage et la fidélité dans les couples, que l'on discriminait l'enfant adultérin en ne l'autorisant pas à succéder de la même façon.
Il y a toujours des clients qui sont finalement des acharnés de la justice, comme le font d'ailleurs les époux Ménesson, et j'ai envie de dire, on peut leur remercier de faire évoluer le droit. Dans un sens ou un autre, on peut ne pas être d'accord, mais au moins ils poussent les lignes. Vous le savez, l'arrêt Mazurek. En effet, cet enfant, qui finalement, très vieux, ne pouvait plus succéder, est allé réclamer justice à la Cour européenne. Et j'ai relu le mémoire du ministère des Affaires étrangères que je trouve passionnant, parce que c'était au même nom de cet ordre public, alors même que ces enfants adultérins, qu'on le veuille ou non, existaient, que la France s'était mise dans une ornière à laquelle la Cour européenne est venue répondre, l'enfant n'a pas à répondre des actes de ses parents. Autrement dit, la question, et je finis, c'est pas pour ou contre, c'est quel est aujourd'hui le statut juridique de ces enfants. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Nous allons donc passer maintenant à l'association Origine. Monsieur et Madame Kermalvezen, je ne sais pas qui commence, si c'est Monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation à cette audition. Ma femme, Audrey Kermalvezen, et moi appartenons à la première génération des personnes conçues grâce à un don de gamètes et militons depuis plus de 10 ans pour la reconnaissance du droit d'accès aux origines. Audrey est avocate et spécialisée en droit de la bioéthique. Elle est la première personne conçue grâce à un don de gamètes à avoir saisi la justice française de la question de l'accès aux origines. Son affaire est actuellement examinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons fondé l'association Origine dont le but est de promouvoir la procréation médicalement assistée et ses axes d'amélioration, en particulier l'accès aux origines. En 2011, nous étions déjà auditionnés, ici même, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, et 7 ans plus tard, le contexte a complètement changé. L'hiver dernier, j'ai retrouvé mon donneur grâce à un test ADN, et figurez-vous qu'il était ravi d'avoir été retrouvé. Même si, de lui-même, il n'aurait peut-être pas fait la démarche. Si je suis le premier Français à avoir retrouvé mes origines, je ne suis sûrement pas le dernier. Les tests ADN, par l'irruption de la vérité reproductive qu'ils génèrent, ont totalement changé la donne. Mesdames et messieurs, la phrase prononcée par maître Gisèle Halimi au procès de Bobigny est plus que jamais d'actualité. Il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Nous sommes favorables à la GPA éthique. Nous sommes favorables à la PMA pour toutes les femmes, y compris pour les femmes célibataires. Mais si l'accès aux origines n'était pas reconnu dans la prochaine loi, nous aurions le sentiment de n'avoir même pas servi de brouillon. En France, nous avons la chance de disposer de règles éthiques pour les dons d'éléments ou de produits du corps humain, l'anonymat, la gratuité et la non-marchandisation du corps. Nous ne souhaitons absolument pas les remettre en cause. Nous sommes en particulier favorables au maintien du principe d'anonymat entre donneur et receveur au moment du don. Nous demandons seulement la possibilité pour l'enfant de connaître ses origines à sa majorité. Nous attirons aussi votre attention sur le fait que ces grands principes ne sont pas indissociables. Certains États indemnisent largement les donneurs et appliquent cependant le même principe d'anonymat absolu comme en Espagne, tandis que d'autres pays ont reconnu un droit pour l'enfant d'accéder à ses origines sans jamais avoir remis en cause la gratuité des dons. Par ailleurs, régulièrement, des dons d'organes ne sont pas anonymes car une sœur peut très bien donner un rein pour son frère. Mais il y a une profonde différence de nature. Un don de sang ou d'organes permet de sauver une vie et n'implique que 2 personnes, un donneur et un receveur. Tandis que le don de gamètes crée une vie et fait naître une tierce personne. Notre donneur fait partie de notre vie. Notre donneur fait partie de notre univers mental et il est aussi constitutif du début de notre vie. Le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil d'État proposent à l'avenir que soit rendue possible la levée de l'anonymat des futurs donneurs en respectant le choix de ces derniers. Une telle mesure, qui permettrait aux futurs donneurs de refuser de se faire connaître, nous paraît inadaptée. L'inégalité de traitement évidente qu'elle entraînerait entre les enfants, parfois au sein d'une même famille, serait terrible. Une fille
pourrait savoir qui est son géniteur, tandis que son frère, conçu avec un autre donneur, ne le pourra pas, puisque celui-ci refuserait de donner ou de dévoiler son identité. Maintenant que les tests ADN existent et m'ont permis de retrouver mon donneur en 12 heures, on ne peut plus garantir l'anonymat au donneur. Nous devons changer la règle et par respect pour les donneurs, n'accepter à l'avenir que ceux qui sont prêts à être identifiés 18 ans plus tard. On maintiendrait l'anonymat au moment du don, mais tous les donneurs s'engageraient ab initio à se faire connaître 18 ans plus tard. Il y a déjà des règles dérogatoires de filiation qui interdisent l'établissement de tout lien juridique entre le donneur et la personne issue de son don, afin d'éviter toute difficulté en termes d'héritage par exemple. Elles doivent absolument être maintenues. Tous les exemples étrangers démontrent qu'une telle réforme entraîne une modification du profil des donneurs. Leur nombre reste constant et se révèle même être en hausse dans la plupart des pays. Vous trouverez des chiffres concernant la Suède, l'Australie, le Royaume-Uni et la Finlande dans la documentation que nous avons laissée à l'entrée de cette salle. Nous avons également identifié d'autres axes d'amélioration pour l'avenir qui sont détaillés dans cette même plaquette. Je vous remercie. Madame. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les députés, Monsieur le député. De la même manière qu'en matière de l'arrestation pour autrui, les juges sont déconcertés par le flou législatif. Je crois qu'en matière d'accès aux origines, les juges attendent aussi une intervention du législateur. En tout cas, ils n'ont eu de cesse de faire un appel au législateur pour clarifier cette question de l'accès aux origines, d'autant plus que le Conseil d'État lui-même annonce une très probable condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question en particulier. Le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil d'État, vous le savez, recommandent une modification de la loi, mais uniquement pour l'avenir. Or, cette position n'est pas tenable en termes d'égalité de traitement, puisque quid des 70 000 personnes déjà nées d'un don de gamètes. Pour celle-ci et pour les futurs enfants à venir, nous vous demandons de supprimer le caractère d'ordre public de l'anonymat. Dès 1992, la lecture des débats parlementaires nous enseigne que les parlementaires étaient conscients du caractère imparfait du choix qu'ils faisaient pour l'anonymat et ils disaient nous devrons le rediscuter, cet anonymat irréversible, lorsque nous pourrons tirer les enseignements de l'expérience qu'en auront fait les couples et les enfants. Eh bien, mesdames et messieurs, nous y sommes. Les enfants du don sont aujourd'hui avocats, employés de banque, ingénieurs, parlementaires même pour certains. Et nous vous disons comment nous le vivons. Comment peut-on, en 2018, affirmer que l'anonymat irréversible serait dans notre intérêt ? Que la privation des origines serait moins grave que la prétendue ambiguïté de référence identitaire que générerait la connaissance de l'identité du donneur ? Comment peut-on écrire que poser la question au donneur ne serait pas dénué d'impact car il pourrait à cette occasion réaliser qu'un enfant est né de son don ? J'espère quand même qu'il s'en doute puisque c'était l'objet du don. Sans mesurer dans le même temps le vide abyssal dans lequel nous plonge la privation à vie de la connaissance de nos origines. Nous avons le sentiment d'une infantilisation terrible, pour ne pas dire d'une aliénation. Est-ce qu'aujourd'hui en France, une personne conçue avec un don de gamètes, est-ce qu'un donneur de gamètes, est-ce qu'un bénéficiaire du don ont le droit de disposer d'eux-mêmes et de déterminer où se situe leur intérêt ? Aujourd'hui, non. Le principe d'anonymat est d'ordre public. Cela signifie qu'il s'impose à eux, y compris contre l'avis des intéressés. L'enfant issu d'un don de gamètes est privé de la connaissance de ses antécédents médicaux de l'un de ses géniteurs. Il n'y a aucun suivi des donneurs après le don. Or, Gérard, par exemple, le donneur d'Arthur, s'est découvert atteint d'une mutation génétique à l'âge de 65 ans. Cette information ne figure pas dans le dossier qui est conservé au sein du SECOS, la banque de sperme. C'est pourquoi il est de notre devoir de recontacter les anciens donneurs, comme le fait le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui recontacte les femmes qui ont accouché sous X depuis 2002, pour leur demander à ces donneurs d'actualiser leur dossier médical. Et à cette occasion, il leur serait proposé de s'inscrire sur une plateforme numérique d'échange anonyme entre le donneur et l'enfant issu du don. Nous souhaitons la création de cette plateforme
afin de permettre aux donneurs qui le souhaitent et aux jeunes adultes qui en ressentent le besoin de prendre le temps de faire connaissance de manière anonyme et de décider dans un second temps s'ils souhaitent ou non lever leur anonymat respectif. Cette solution ménage un juste équilibre entre le droit de l'enfant à connaître ses origines et le droit du donneur et des parents au respect de leur vie privée. Cette idée de plateforme numérique est soutenue par d'éminentes personnalités, co-signataires d'une tribune parue récemment dans le journal Libération. Elle va dans le même sens que la fiche de données non identifiantes dont la Fédération française des sécos propose la création, mais elle a l'immense avantage de permettre une actualisation des données médicales et de permettre un échange sur mesure. Cette plateforme serait gérée par un comité pluridisciplinaire dédié à l'accès aux origines, qui serait soit créé ex nihilo, soit par extension du CNAOP, et qui pourrait organiser, si c'est souhaité de part et d'autre, des médiations pour les rencontres donneurs-enfants, et pourrait transmettre également les informations génétiques comme le prévoit le Code de la santé publique. En cas de décès du donneur, son identité devrait pouvoir être délivrée à l'enfant. Si le législateur n'a pas su anticiper les questions que l'enfant conçu par don de gamètes se poserait des années plus tard, il doit à présent les prendre en compte. Puisque l'État a organisé et nous lui en sommes reconnaissants l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, il doit à présent permettre la communication entre ces individus s'ils le souhaitent. L'État doit mettre en place un pont permettant aux libertés individuelles de s'exercer en faisant confiance aux premiers concernés. En conclusion, je citerai Madame Simone Veil. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant procéder à des échanges et une série de questions-réponses. Je vais commencer avec une question pour l'association Clara et ensuite pour l'association Origine. Pour l'association Clara, dans les contributions que vous nous avez fait parvenir et qui résume les constats et propositions de votre association qui s'intitule GPA pour l'ouverture d'un véritable débat en France. Vous indiquez donc que vous êtes favorable à la gestation pour autrui. Alors comment envisagez-vous les modalités pratiques d'une gestation pour autrui ? Est-ce qu'il y aurait le passage du couple et de la femme porteuse devant une commission, comme ça peut se faire dans certains pays? Est-ce qu'il y aurait le recours à un contrat? Est-ce qu'il y aurait une surveillance de l'hygiène de vie durant la grossesse de la part de la mère porteuse? Et est-ce que vous connaissez un statut juridique dans certains pays étrangers qui est donné pour cette mère porteuse, avec donc une définition des droits et des devoirs? Pour l'association Origine, ma question, ça serait de savoir si vous avez des études qui ont été faites sur la souffrance engendrée par l'impossibilité d'accès à ces origines pour les enfants. On entend bien sûr les cas particuliers intimes qui sont vécus, mais est-ce qu'il y a eu des études qui permettent d'avoir des données, mais également des études sur la souffrance des donneurs qui, eux, souhaiteraient peut-être avoir aussi, obtenir des informations sur les enfants nés de leurs dons. Et est-ce que ces études aussi existent pour voir si, lorsqu'il y a eu une levée de l'anonymat dans le don de gamètes, on assiste ou pas à un changement de profil de donneur? Certains donneurs, sachant que c'était anonyme, eh bien, ne le faisant plus une fois que ça ne l'est plus, et d'autres, parce que ça n'est plus anonyme, eh bien, rentrant donc dans une logique de don de gamètes. Et aussi, dernière question pour Origine, est-ce que vous avez, j'imagine, pensé l'articulation avec l'accouchement fixe? Est-ce que la levée de l'anonymat pour le don de gamètes entraînerait également une remise en cause de l'anonymat qui existe par définition dans l'accouchement sous X? Donc je laisse tout d'abord la parole pour la GPA à Madame Menson. Merci, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Alors, ce qu'on propose, nos propositions reposent sur le système français, le système déjà existant pour le don de gamètes. Et il faut l'adapter, bien sûr, à la gestation pour autrui, mais il peut s'appliquer pour le processus à quasiment 100%. Notamment, vous demandez s'il y a un contrat. Non, bien évidemment, il n'y aura pas de contrat, ni de convention. On parle plutôt de convention, en fait. Il n'y aura pas de contrat. Il y aura un juge qui va émettre un jugement en parenté, ce qui existe aussi ailleurs, effectivement, avant la naissance dans l'idéal,
Et si la France choisit le modèle britannique après la naissance, ce que nous ne préconisons pas pour de multiples raisons. Vous dites, est-ce que vous prévoyez un statut juridique pour la gestatrice? Non, il n'est pas prévu de statut juridique dans la mesure où il y a ce jugement en parenté prénatal qui est une reconnaissance en parenté à la fois du père et de la mère, un peu sur le modèle de la reconnaissance paternelle, mais qui donc donne comme parents, les seuls parents légaux sont les parents d'intention. Donc, la gestatrice n'a jamais été la mère légale, à aucun moment. Elle n'a donc pas de raison de figurer sur les registres, quels qu'ils soient. La seule chose qu'on leur propose, et c'est très important, c'est que, et là je rejoins ce qui a été dit pour la connaissance des origines, c'est que l'existence d'une gestation pour autrui soit portée effectivement en marge de l'acte de naissance, uniquement consultable par les parents et bien sûr par l'enfant à sa majorité, au cas bien hypothétique où les parents ne l'auraient pas dit à l'enfant, ce qui est franchement très peu probable. Pourquoi c'est très peu probable? Au contraire du don de gamètes, l'anonymat est absolument impossible en gestation pour autrui. En tout cas, dans le modèle que nous préconisons, c'est-à-dire un modèle éthique qui respecte le consentement libre et éclairé de chacun, de chaque partie s'engage et sait dans quoi il s'engage. Chaque partie, que ce soit la gestatrice, son époux, ses enfants, puisqu'elle doit avoir eu au moins un enfant et avoir eu une grossesse sans problème, son époux ou son compagnon, parce qu'elle a besoin de son soutien, et ses enfants s'ils sont suffisamment grands pour donner un consentement. Donc c'est vraiment un cadre légal qui encadre tout cela. Alors qui s'occuperait de l'ensemble du processus? Nous proposons que, comme pour le don de gamètes, ce soit des centres qui existent déjà, les centres d'assistance médicale à la procréation, des équipes pluridisciplinaires qui décideraient au cas par cas de la possibilité de recourir à une gestation pour autrui. Voilà, je pense à vous demander s'il y a des pays, d'autres pays où la gestatrice aurait un statut. Non, dans aucun pays, sauf le cas de l'Angleterre, où elle est entre guillemets, elle est sur l'acte de naissance, donc elle est la mère légale, jusqu'à ce que soit modifiée, jusqu'à ce qu'elle... alors, c'est pas un renoncement ou un abandon, mais en tout cas, il lui faut, je crois, 2 ou 3 semaines minimum avant qu'elle puisse, que la mère légale d'intention devienne la mère légale. Et c'est pas ce que nous préconisons, parce que ça peut poser des problèmes. Merci, madame. Pour l'association Origine, madame Kermalvezen. Oui, à chaque fois, il faut que tu éteignes. Excuse-moi. Alors, Monsieur Breton, il n'y a pas véritablement d'études sur la souffrance des enfants conçus par don. En revanche, il y a des travaux donc, du rapport Terra Nova qui avait mis en avant le besoin de connaître ses origines. Vous avez bien sûr beaucoup de rapports, les rapports déjà en 2009 du Conseil d'État, puis le récent de 2018 qui mettait en avant la nécessité de revoir la législation. Vous avez également le rapport Filiation, Origine, Parentalité, co-signé par Madame Irène Théry et Anne-Marie Leroyer. Et toutes ces études font état d'un besoin pour les enfants issus d'un don de connaître leurs origines. Il y a une étude américaine de 2010 qui s'appelle My Daddy's Name is Donor qui démontre que lorsque l'enfant connaît son mode de procréation avec un tiers donneur, ils sont 75% à vouloir connaître l'identité du donneur. Donc majoritairement, c'est un besoin. En tout cas, en France, vous avez 2 associations qui militent activement sur le sujet depuis une quinzaine d'années. En ce qui concerne la modification du profil des donneurs, effectivement, c'est ce qu'on a constaté en Suède. Je vous renvoie aux travaux de Nikos Kalampalikis notamment, et également le même constat au Royaume-Uni. Donc c'est pour ça que les études qu'on fait aujourd'hui auprès des donneurs qui se trouvent dans les sécos aujourd'hui sont biaisées, puisque par définition, ce sont des donneurs qui acceptent le modèle tel qu'il est aujourd'hui. Donc ce ne sera pas forcément les donneurs de demain.
En ce qui concerne l'accouchement sous X, non, faire droit à notre demande ne remettrait pas en cause la législation concernant l'accouchement sous X, tout simplement parce qu'en matière d'accouchement sous X, cette réversibilité du secret existe déjà, du moins en théorie, puisqu'elle a été inscrite dans la loi de 2002, justement lorsque l'affaire était devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette loi a créé le CNAOP qui prévoit maintenant qu'on peut réinterroger la mère de naissance. En revanche, je crois savoir, puisque je connais pas mal de personnes nées sous X, que ce droit n'est pas tout à fait effectif aujourd'hui, compte tenu des modalités dont c'est organisé au sein du CNAOP. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça devrait peut-être être réfléchi ou réorganisé. Je passe la parole à Arthur sur ce dernier point. Monsieur Kermalvazen. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que dimanche dernier, j'étais à une réunion qui rassemblait toutes les associations des nés sous X. Et je ne vous cache pas qu'ils sont tous très tentés par le fait de faire le test. Donc le test ADN, de toute façon, quand je parlais de changement de paradigme par rapport à la vérité reproductive, c'est que ça va se passer pour tout le monde. Il faut bien savoir que les tests ADN sont dans le top 10 des cadeaux les plus offerts à Noël aux États-Unis. Il faut bien voir que le jour où j'ai fait un test, c'est-à-dire il y a 12 mois, le nombre de personnes qui l'avaient fait, nous étions 3,5 millions. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes 5 millions. Il y a d'autres compagnies qui s'appellent Ancestry. Lorsque j'avais fait ce test-là, ils étaient 7 millions. 12 mois plus tard, 10 millions. C'est juste pour vous dire qu'il y a une lame de fond incroyable qu'il va falloir de toute façon anticiper, puisque demain, je vous donne juste un exemple. La semaine dernière, j'ai été appelé par un ami conçu par insémination artificielle qui me dit « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». D'accord ? Il me dit la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un demi-frère biologique. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'était pas au courant qu'il était conçu par insémination artificielle avec donneur. Alors, entre nous, est-ce qu'il a fait ce test ADN par hasard ? Personnellement, je ne le crois pas, parce qu'on ne fait pas un test ADN comme ça pour rien. Il n'empêche que le rapport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'anonymat et l'accès aux origines, là, c'est le rapport au secret. C'est-à-dire que ce secret organisé est terminé. Et juste sur les nés sous X, je voulais vous dire qu'il y a une réflexion à mener, c'est que abandonner un enfant et le confier sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que dimanche dernier, je voyais des mères qui ont été contraintes de confier un enfant, mais qui le recherchaient depuis 10 ans. Alors bon, il est vrai que depuis 2002, elles ont le droit de se signaler, de dire qu'elles sont en recherche. Enfin, avouez que c'est pas évident, parce que c'est quand même technique, hein, de s'adresser à un CNAOP, mais il n'y a pas de campagne véritable pour dire aux femmes dont on dit qu'elles ont abandonné, mais dont je vous dis qu'elles ont confié un enfant, et qui seraient ravies de pouvoir le retrouver. Je vous dis ça parce que dans la vraie vie, l'abandon d'un enfant, sans l'administration, sans l'institution, n'existe pas vraiment, puisqu'une enquête peut être menée. Et donc je pense qu'il y a quand même une réflexion à mener sur ce point. Et je vous dirais que le maintien de l'anonymat sous X est une véritable barrière pour l'individu et pour la construction d'eux-mêmes, et que j'entends cette souffrance. Merci. Monsieur le rapporteur. Voilà, également des questions pour les uns et pour les autres. D'abord, vous l'avez très bien rappelé, le fait pour des couples français, quels qu'ils soient, de solliciter des GPA à l'étranger n'est pas illégal. Et donc, de revenir en France avec les enfants également n'est pas illégal. Ceci rend d'autant plus insupportable la discrimination qui peut peser sur les enfants et les difficultés pour faire établir un état civil qui soit conforme à celui qu'ils ont à l'étranger. Donc on est d'accord sur cette nécessité impérieuse d'évoluer vite et de lever cette tâche que la France a d'être régulièrement condamnée par la CODH, c'est Cour européenne des droits de l'homme, voilà, Cour européenne des droits de l'homme. De fait, je me demande, peut-être que vous avez la réponse, comment on a pu laisser se mettre en place en France une pénalisation des enfants en la justifiant d'une certaine façon par le fait que certains pouvaient reprocher aux parents le choix d'un mode de procréation,
Mais on applique la pénalité aux enfants. Donc je me demande comment on a pu laisser faire ça et comment il faut si longtemps pour enlever une anomalie aussi évidente. Maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est en particulier comment on peut s'assurer que l'on pourra garantir que tout sera bien égal pour ces enfants. On est tous d'accord sur le regard très négatif que l'on peut avoir sur cette période où les entre guillemets bâtards étaient bannis de tous leurs droits, alors que l'enfant légitime pouvait lui en bénéficier. Et donc évidemment, il nous faut de la même façon faire en sorte que, quel que soit le mode de procréation, que l'enfant ne choisit pas, ils aient tous les mêmes droits. Et donc comment est-ce qu'on peut s'assurer? Alors vous dites la transcription systématique devrait le permettre. Oui, je pense. Il faut s'assurer qu'à ce moment-là, il y aura bien effectivement une identité totale conforme à celle du pays de naissance, qu'il y aura un droit pour les deux parents, un droit pour l'héritage, un droit pour tout. Enfin, qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait aucune discrimination. Et immédiatement, l'adoption, en plus de tous les inconvénients que vous avez cités, il y a aussi le délai qui est introduit, pendant lequel il peut se passer 10 000 choses, ne serait-ce qu'un décès. Et donc, on voit bien que il nous faut garantir absolument l'absence totale de différence. D'ailleurs, nous voulons aussi le garantir dans le cadre d'une éventuelle extension de la PMA aux couples de femmes, qu'il y ait systématiquement toujours, pour tous les enfants, une égalité de droits. C'est vraiment un objectif. Et donc, pour ça, on a besoin de vos conseils et de s'assurer que peut-être il faudra faire changer dans nos aspects juridiques hérités du passé, cette expression qui veut que la mère est celle qui accouche. Parce que ça, on peut le concevoir à l'époque de, je ne sais pas qui c'était, peut-être Napoléon, que sais-je. Pardon ? Napoléon, voilà. Donc on peut le concevoir, parce qu'à l'époque, il y avait une grande incertitude sur les pères. Bon, aujourd'hui, ça peut encore arriver. Mais au moins, on détenait la mère, donc on pouvait donner des chances à cet enfant. Il n'était pas dans la rue. Il n'était pas abandonné, il avait une mère. Donc voilà, elle était chargée de s'en occuper jusqu'à sa majorité. Bon. Donc c'était bénéfique pour l'enfant. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Avec les moyens de procréation médicalement assistés, la mère ou le père ne sont pas ceux qui, l'un a donné les spermatozoïdes, l'autre a accouché. Ce sont ceux qui, désirant un enfant, y consacrent leur temps, leur énergie, leur amour, leurs moyens matériels, font une bonne éducation et les amènent non seulement à l'âge adulte, mais bien souvent d'ailleurs pas mal d'années plus tard. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Donc on voit bien qu'il nous faut faire évoluer tout ça et donc on a besoin de vos conseils. Bon, j'en dis pas plus. Peut-être si quand même se demander comment se fait-il que des pays aussi comparables culturellement que les différents pays européens peuvent, entre guillemets, accoucher de lois aussi différentes, opposées sur ces questions-là. Moi, ça m'interroge. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, pour Arthur et Audrey, moi, j'aurais tendance alors, j'ai oublié quel était le poète qui disait cela, mais rappeler qu'un arbre qui veut avoir des branches qui montent jusqu'au ciel doit avoir des racines profondément ancrées. Si nous ne savons pas d'où nous venons, on a peu de chances de pouvoir s'épanouir complètement. Donc on doit donner ce droit à chacun, parce que sinon on le prive et on ne lui donne pas une égalité de destin. Hein, c'est une expression beaucoup utilisée aujourd'hui, qu'on veut lutter contre les inégalités de destin. Eh bien, c'est une inégalité de destin si on n'a pas le droit à avoir des racines. Donc il faut véritablement qu'on accompagne cette démarche. Alors vous avez dit assez justement qu'il y a deux aspects. Il y a le secret et puis il y a l'accès aux origines. Le secret, c'est quelque chose qu'il faut vite bannir. Faut-il le faire d'une façon contraignante ou d'une façon plutôt persuasive? Que sais-je? Il y a encore beaucoup de familles, malheureusement. On n'a pas de chiffres très exacts, hein, mais quand même, on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup où on ne dit pas à l'enfant qu'il a bénéficié d'une aide à la procréation. Et ça crée des dégâts très importants. On sait par contre de toutes les études psychologiques qu'il faut que ça soit indiqué dès l'enfance, le plus tôt possible, avec des termes qui sont évidemment différents
quand c'est la première enfance ou la deuxième enfance, mais le plus tôt possible. On sait que la faculté d'adaptation à toutes ces choses est infinie, immense chez un enfant, et qu'avec les années, elle se perd. Donc quand on apprend ça à 18 ans, c'est infiniment plus difficile à encaisser et d'avoir une notion que l'on peut s'approprier que si on le reçoit. Alors je ne dis pas que ça ne soit pas susceptible d'être aménagé après, mais on va beaucoup plus dans la difficulté si on n'a pas levé ce secret très tôt. Deuxièmement, il faut bien sûr qu'ensuite il y ait la possibilité d'accès aux origines, et vous avez bien évoqué le problème qu'il nous faut affronter maintenant pour l'avenir. On va dire aux donneurs, si vous donnez, c'est que vous acceptez qu'il puisse y avoir des informations, voire un accès. Bon. Tous ceux qui ont donné, dont les spermatozoïdes sont aujourd'hui congelés, mais qui ont donné dans certaines conditions énoncées dans le passé, il faut les recontacter et leur dire, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change un petit peu? Et donc, on ne peut le faire que s'ils sont d'accord, évidemment. C'est pas simple, et c'est encore moins simple pour tous les enfants déjà nés, puisque le CECOS nous dit, on les a reçus il n'y a pas longtemps, qu'ils ont, pour une grande part, perdu de vue les donneurs. Ça m'inquiète beaucoup en tant que médecin, parce que quand apparaît une maladie génétique à révélation tardive, on ne peut pas retrouver tous ceux à qui l'information serait pourtant précieuse. Donc j'espère que ce n'est pas tout à fait exact, que s'ils cherchent bien, ils pourront retrouver, mais ils nous affirment qu'ils ont pour une bonne part des difficultés à retrouver les donneurs qui ont pu déménager, avec lesquels ils n'ont pas gardé de contact, etc., etc. Au XXIe siècle, on a des moyens pour garder des contacts. D'ailleurs, l'administration fiscale arrive bien à retrouver des gens, en général, même quand ils déménagent. Donc, si le CECOS veut s'y mettre, ou d'autres organismes... Bon. Enfin, vous voyez le problème que je veux évoquer. C'est très important parce que si on donne des circonstances beaucoup plus favorables aux générations futures, ça paraîtra encore plus insupportable pour les générations déjà nées qui n'auront pas de chances comparables. Deuxième point, quelles idées avez-vous pour augmenter les dons, autant des dons de gamètes, autant du côté masculin que féminin? L'accouchement sous X, on l'a déjà traité, donc je n'en dis pas davantage. Et donc, restons dans cette idée de trouver des modalités pour amplifier les dons qui, vraisemblablement, vont devoir être en plus grand nombre à l'avenir. Juste pour l'adage, comme quoi la mère est toujours certaine, c'est en latin oui. Mater semper certa est, c'est pour dire que ça va date d'avant Napoléon, parce que c'est un adage de droit romain, oui. Donc oui, c'est même pas le vieux monde, c'est le très vieux monde. Qui souhaite prendre la parole sur les questions de notre rapporteur? À cette époque, le père, il a le droit de vie et de mort sur ses enfants aussi. Hein. Oui, non, mais c'est pour dire qu'il y avait un droit qui était, qui est antérieur à Napoléon. Voilà. Donc il vaut mieux avoir un peu changé. Maître Roch. Voilà, je commence dans l'ordre. Donc, je vais commencer par la fin, puisque vous m'avez, Monsieur Touraine, vous m'avez demandé, enfin, vous nous avez demandé comment ça se fait que les pays avaient des législations si variées sur la gestation pour autrui, y compris en Europe. Je pense qu'en fait, on pourrait classer les pays, et là, pour le coup, c'est vraiment philosophique, puisque vous parliez, Monsieur Breton, d'un adage bien plus ancien que le Code civil. Je crois que les pays, là, pour le coup, se répartissent en j'ai envie de dire, deux gros groupes sur la philosophie. Vous avez les pays de philosophie ancienne, pour lesquels, vous le savez, l'homme est au-dessus de tout, y compris du consentement de chacun, et qu'on doit protéger l'homme, y compris contre les volontés de l'homme lui-même. Bon, c'est ce qui a donné chez nous le don en ce qui concerne les gamètes, mais aussi un certain nombre d'adages et de principes qui ont été ceux de la PMA. Et puis, il y a les pays qui, eux, sont beaucoup plus fondés et qui sont souvent des pays anglo-saxons, qui sont les pays fondés sur le principe de la liberté individuelle, laquelle, dès lors que les gens sont majeurs et qu'ils consentent librement, peuvent à ce moment-là disposer librement de leur corps, y compris, et nous revenons au statut de la gestation pour autrui, où je sais bien que les débats font rage en France sur est-ce que ce serait une location, est-ce que ce serait finalement une disposition de son corps alors même que l'on serait dans un abus de pouvoir, etc. Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, on a un juge qui est là
pour en réalité vérifier l'équilibre des parties dès lors que le consentement est libre et éclairé. Voilà. D'où le fait que nous avons à ce moment. Mais ce qu'il faut savoir en revanche, et vous l'avez noté, M. Touraine, à juste titre, nous sommes le seul pays, à tout en gardant cette interdiction, ne pas avoir géré le statut des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. Nous sommes le seul à résister. Et là, j'en reviens à la question juste avant, qui est le Code civil et la mère est toujours sûre. Quand on regarde, quand on lit les derniers arrêts de la Cour de cassation, et du coup, ça lit vos deux questions. La première, comment ça se fait qu'on met autant de temps à dissuader les couples et qu'on ait fait autant de difficultés et aussi longtemps. Et donc, ça revient à cette question de comment ça se fait que la France résiste, y compris à la jurisprudence de la Cour européenne, ou tente en tout cas une lecture, toujours à minima, et que nous sommes à nouveau, je le dis quand même, la Cour de cassation vient de renvoyer dans le dossier Ménesson un énième demande d'avis pour que la Cour européenne réinterprète elle-même l'arrêt qu'elle a rendu en 2014. Les jumelles ont maintenant bientôt 18 ans, et ça fait 18 de combat où, encore une fois, on va redemander, et ça prendra certainement encore 2 ans, ce que la Cour européenne a bien voulu dire s'agissant des enfants nés de GPA. Tout ça pour dire que la Cour de cassation le dit très clairement. Elle dit il s'agit de dissuader le recours à la gestation pour autrui. Autrement dit, et on le sait, plus l'administration sera compliquée, plus on imagine que les gens n'y auront pas recours. Mais c'est se tromper d'analyse. Car le médecin que vous êtes ne peut pas l'ignorer. Le désir d'enfant fait la GPA et non pas les obstacles juridiques. Et je le sais pour en traiter un certain nombre, je le sais. On peut dire tout ce qu'on veut. Les époux Ménesson ont été mis en garde à vue. Ils ont été poursuivis pénalement, puis finalement, il y a eu une ordonnance de non-lieu parce que l'infraction n'était pas constituée à l'étranger. Mais c'est dire que les gens sont capables. On le sait, la gestation pour autrui ne s'adresse pas qu'aux gens riches. J'ai dans mon cabinet des gens qui peuvent mettre d'énormes économies, qui font des prêts, qui, il est vrai, ont une solidarité familiale parce que le désir d'enfant est plus fort. Et qu'enfin, il faut quand même dire les choses comme elles sont. L'adoption aujourd'hui en France, et notamment l'adoption, on ne peut pas ne pas lier la question à la question de l'adoption à l'étranger. On le sait, l'adoption à l'étranger est aujourd'hui rare, extrêmement rare. La Convention de la Haye, c'est tant mieux, en instaurant un certain nombre de règles, a rendu aussi la rareté de cette adoption internationale. Donc on ne peut pas dire à ces gens, et d'un côté, il n'y aura pas de possibilité d'enfants nés par GPA, et de l'autre, bon. Enfin, le médecin que vous êtes le sait aussi. Comment expliquer que la science accepte aujourd'hui que des femmes qui ne peuvent pas avoir d'ovocytes peuvent enfanter parce que le don d'ovocytes est autorisé en France, mais que les femmes qui sont frappées d'une maladie qui soit ne leur permet pas d'avoir d'utérus, soit ne leur permet pas de conserver, d'aller à terme de grossesse, et on le sait pour le scandale d'un certain nombre de médicaments qui aujourd'hui font que des femmes de 30 et quelques années ne peuvent pas. Et enfin, un certain nombre de femmes qui vont se retrouver jeunes avec des cancers de l'utérus, il ne faut pas l'oublier. Comment expliquer à ces femmes-là que la science autorise et que c'est éthique d'avoir un don d'ovocytes et que ça n'est pas possible d'avoir un enfant via la GPA? C'est une vraie question. Et c'est pour ça, et j'en reviens à votre questionnement sur la mère est toujours sûre, on ne peut plus maintenir, et je pense en effet qu'on ne pourra pas faire l'économie à terme d'une vraie réflexion sur l'affiliation et la parentalité, on ne peut plus maintenir cet adage. Pourquoi? D'abord parce que, comme vous l'avez dit, il est très très vieux, parce qu'il est vieux du temps, et la GPA existait déjà, soyons très clairs. Des femmes portaient déjà des enfants pour d'autres, qu'elles laissaient ensuite aux autres. Je renvoie à la Bible, ça n'est pas nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut avoir 3 mères possibles. On peut avoir, en effet, celle qui donne ses ovocytes, ce qu'on va appeler la mère biologique, celle qui va porter l'enfant, qu'on va appeler, si on veut, la gestatrice, et puis nous avons celle qui est à l'origine du projet, la mère d'intention. Et moi, j'aurais envie de dire, un peu comme le dit Rému à propos du père, mais finalement, le père, c'est celui qui aime. Et bien, la mère, c'est celle qui aime. Pourquoi je dis qu'on ne peut pas tenir? On ne peut pas tenir parce que nous allons nous retrouver aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme pour une chose très simple. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de femmes qui ont donné leurs ovocytes et qui ont eu recours à la gestation pour autrui. Aujourd'hui, la Cour de cassation tient sa ligne en disant la seule mère possible est la mère qui accouche. Autrement dit, ça veut dire que si l'enfant est issu d'un don d'ovocytes, alors même
et j'en reviens, évidemment, ça rejoint le problème de l'anonymat et des mères qui ne le diront pas. Il y a donc des enfants qui vont considérer que leur seule mère est celle qui accouche, alors pourtant que ça n'est pas celle qui est biologiquement celle qui leur a donné le patrimoine génétique. Mais en outre, la Cour européenne, parce qu'elle considérera que ce sont, et on le sait, le matériel biologique pour la Cour européenne est fondamental quant à l'identité de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à toute la jurisprudence sur la levée de l'anonymat. On sait que la Cour européenne n'acceptera pas dans ces conditions-là qu'on ne reconnaisse pas la mère d'intention juste parce qu'elle a eu recours à une GPA et qu'elle n'a pas accouché. Vous ne pourrez pas tenir cette dichotomie. Donc la Cour de cassation aujourd'hui se met elle-même dans une ornière. Et c'est si vrai qu'elle repose la question. Alors qu'elle a rendu ses arrêts en 2017, en 2018, elle dit « Excusez-moi, finalement, je ne suis pas du tout sûre de ma jurisprudence et je viens vous redemander aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas faire un distinguo entre la mère... » Alors, si on commence à rentrer dans le distinguo de celle qui aura donné ses ovocytes, celle qui ne l'aura pas, vous recréez une nouvelle discrimination. Et j'en finis sur quel serait le statut possible. Si nous décidons un jour de s'intéresser à bouger cette règle sur la mère n'est plus celle qui accouche, je pense qu'on pourrait faire comme pour le père. On pourrait considérer que la maternité est une maternité volontaire. On pourrait donc considérer que, tout comme le père reconnaît l'enfant, on pourrait considérer que la mère est celle qui déclare être mère de l'enfant, ce qui résoudrait un certain nombre de problèmes. En attendant l'ouverture éventuelle d'un débat sur la filiation, pour le statut des enfants nés de GPA, il y a une chose très simple à faire, c'est reconnaître automatiquement la validité des actes étrangers, mais surtout des jugements étrangers qui ont donné lieu à ces filiations. Et donc, il n'y aurait pas d'opposabilité. D'ailleurs, le droit français dit tous les jugements en matière d'État et des personnes sont opposables en France sans qu'il y ait besoin de passer par une exéquatur. Et ça permettrait de transcrire avec, si on le veut, si on veut absolument continuer à mentionner que ces enfants sont nés de GPA, on peut retrouver le même statut qu'on a aujourd'hui depuis 2005 sur l'adoption plénière, c'est-à-dire qu'on a 2 actes de naissance, une copie intégrale que seul l'enfant adopté peut demander et dans lequel il y a l'intégralité donc de sa filiation, et il ne peut pas y avoir de secret qui lui soit opposé à lui-même, car vous savez bien que le grand drame de l'adoption plénière était aussi qu'un certain nombre de parents ne disaient pas à leurs enfants qu'ils étaient adoptés, donc ils ne pouvaient en effet pas avoir accès à leur dossier, y compris les enfants accouchés sous X, dossier de la DAS. Vous avez maintenant 2 actes, vous avez celui qu'on donne aux administrations pour éviter aux enfants d'avoir à justifier à l'administration qu'ils sont enfants adoptés, donc de ne pas être discriminés. Et puis il y a la copie intégrale que seuls eux peuvent demander et dans lequel figure en effet l'intégralité de l'historique. On pourrait faire la même chose pour les enfants nés de GPA. J'en ai terminé. Merci. Merci. Pour l'association Origine, madame. Alors, on pourrait faire la même chose pour les enfants issus de PMA avec tiers donneur, mais ça a déjà été proposé et ça n'a pas suscité l'emballement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des propositions d'inscription conçues par PMA avec tiers donneur au motif que ça pourrait stigmatiser les enfants. Personnellement, je ne suis pas honteuse d'avoir été conçue par PMA avec tiers donneur, j'en suis même plutôt fière. J'aurais aimé que ça figure sur mon acte intégral de naissance, puisque moi j'ai appris comment j'avais été conçue à l'âge de 29 ans. Mais mon mari, lui, a toujours su comment il avait été conçu, parce qu'il a une mère psy. Je pense que ses parents étaient un peu précurseurs sur le sujet. Mais effectivement, le secret est très bien gardé aujourd'hui, puisque la seule étude qu'on ait aujourd'hui démontre que 8,6%, c'est une étude européenne qui date de 2002, seuls 8,6% des enfants conçus par procréation médicalement assistée avec tiers donneur le savent. Ça veut dire que sur les 70 000 personnes conçues comme ça en France, il y en a 64 000 qui l'ignorent. Moi, à l'âge de 29 ans, j'aurais pu avoir recours à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur et peut-être à cette occasion être inséminée par le sperme de mon propre géniteur. Tout ça pour vous dire que ça fait partie des propositions qu'on fait de limiter dans le temps la durée de conservation et d'utilisation des gamètes pour éviter ce genre de problème transgénérationnel. Mais nous, on ne prône pas donc forcément l'inscription sur l'acte d'état civil du mode de procréation, puisqu'on sait qu'il y a des réticences. Mais on voudrait au moins que le législateur ne prévoie plus les conditions du mensonge indécelable, comme c'est le cas actuellement, notamment en ce qui concerne les critères d'appariement. Aujourd'hui, on fait un appariement entre le groupe sanguin du membre stérile et le groupe sanguin du donneur,
pour que l'enfant, en cours de biologie, au moment où il apprend comment se transmettent les groupes sanguins, les résus positifs ou négatifs, ne s'aperçoive pas qu'il n'est pas le fruit biologique de ses deux parents. Eh bien déjà, si on supprimait ce critère d'appariement, déjà, ça éviterait les conditions ça éviterait de créer les conditions du secret indécelables, mais ça permettrait en plus, parfois, dans certains cas, puisque mon mari et moi, on est, lui est résus positif et moi résus négatif, on a été exposés au sujet. On sait que parfois, il faut un résus négatif, c'est plus favorable pour favoriser une grossesse si la maman est du résus négatif, et donc on pourrait en même temps favoriser les grossesses des personnes qui auraient recours à une PMA avec tiers donneur, ce qu'aujourd'hui on ne fait pas, juste pour garder le secret, pour être sûr que l'enfant ne sache rien de sa véritable histoire. Et on propose également que l'enfant soit reçu à sa majorité par le comité, donc soit une branche du CNAOP, soit un comité dédié à l'accès aux origines, pour le recevoir et lui expliquer qu'il a été conçu avec un tiers donneur et l'accompagner dans cette information, enfin dans la découverte de cette information. L'idée étant de faire connaître aux parents que ces modalités auront lieu de toute façon, que le groupe sanguin n'est pas à parier, que de toute façon l'enfant va être reçu par un comité à sa majorité et on l'informera de son mode de conception, donc pour inciter les parents en fait à le dire le plus tôt possible à l'enfant. En ce qui concerne le fait de recontacter les anciens donneurs, c'est vrai que nous, on y tient beaucoup. Moi, je pense qu'il est probable, effectivement, qu'on vous ait tenu ce discours-là. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. J'ai plaidé le dossier de Clément Roussial, CEO, qui est aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et à l'époque, devant les juridictions françaises, on nous disait « Ah, on n'a plus le dossier du donneur de Clément Sillot ». Je dis « C'est quand même embêtant parce que vous avez une disposition du Code de la santé publique qui vous impose de le conserver pendant au moins 40 ans. Donc, je vous attaque en responsabilité, vous, État français ». Et eh bien, figurez-vous qu'ils ont retrouvé le dossier en recontactant le fondateur de la banque de sperme avec lequel j'étais entrée en contact aussi en parallèle. Et donc, je l'en ai remercié. Mais tout ça pour dire que le secret, et peut-être que les informations ne se trouvent pas forcément au sein des sécos aujourd'hui. Mais je suis persuadée que les fondateurs des banques de sperme ont, dans leur tiroir peut-être, chez eux, encore les informations. Il commence à avancer en âge et donc c'est pour ça qu'il y a une urgence et je me fais aussi l'écho de Alain Tréboul qui est un donneur qu'on connaît bien avec Arthur parce qu'il a conduit la voiture à la sortie de l'église le jour où on s'est mariés parce qu'on voulait qu'il y ait un représentant des donneurs puisque ça fait partie de notre histoire et Alain Tréboul nous a dit tout à l'heure, je vous en supplie, insistez sur l'urgence, je ne veux pas que les enfants issus de mon don me connaissent à titre posthume. Donc, il y a une urgence parce que les anciens donneurs, ils avancent en âge. Les fondateurs des banques de sperme, certains sont déjà décédés, d'autres avancent en âge. Donc, peut-être possible de recontacter tous les anciens donneurs, mais franchement, je pense que si on s'en donne les moyens, ça devrait pouvoir être faisable. Donc, on peut en parallèle faire une campagne d'information pour promouvoir l'existence de cette plateforme numérique d'échange. J'insiste bien sur l'échange. Il ne faut pas que ce soit juste un fichier sur lequel les donneurs puissent s'inscrire sans savoir qui y aura en face. C'est important. Je pense qu'Arthur, quand il a voulu rentrer en contact avec Gérard, il y est allé il s'était habillé à peu près comme aujourd'hui. On s'est fait connaître au voisinage. Ils ont vu un petit peu qui on était. Et on a fait très attention pour que l'information n'arrive qu'entre les mains de Gérard parce qu'on ne savait pas si son épouse était au courant du don, etc. Mais tout ça pour dire que je pense que tous ces éléments d'information-là, la lettre qu'Arthur a donnée, son profil et ce que les gens ont pu leur dire du profil d'Arthur a peut-être convaincu Gérard de le contacter rapidement. En tout cas, je pense que c'est important que le donneur, alors qu'il ne sait pas combien d'enfants sont nés de son don, etc., puisse avoir une petite idée de ce à quoi il pourrait s'engager ou non. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un échange. Cet échange pouvant être anonyme dans un premier temps et puis plus si affinité. Très bien, merci. Nous allons passer maintenant aux questions de nos collègues. J'invite à ce qu'on soit assez concis parce qu'on a une audition qui prend déjà du retard, qui suit. Donc j'ai deux demandes, Laurence Van Sennebroek-Mialon et Nicole Dubré-Chira. Nous commençons par Laurence Van Sennebroek-Mialon. Merci Monsieur le Président. Donc merci à tous de votre présence. Alors,
je vais m'adresser, principalement, j'en suis désolée, mais donc à l'association Origine, voilà, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. J'aimerais bien explorer tout le sujet. Alors justement, je vais donc d'abord m'adresser à vous, Arthur, si je me permets. J'aimerais que vous nous expliquiez quelles ont été les conséquences de la découverte de votre géniteur. Par rapport à sa famille, par rapport à votre famille, quelles ont donc été les conséquences. Et ensuite, ce que vous imaginez comme conséquence, si justement il y avait une absence de légifération sur le sujet, ou de proposer un dispositif qui indiquerait à minima un profil sociologique, des données non identifiantes, alors que nous savons tous que le grand public peut avoir accès libre à des tests ADN que l'on peut se procurer sur le net, comme vous l'avez fait, et ainsi retrouver les donneurs passés. Alors j'ai une autre question. Vous pouvez prendre des notes. D'après vous, alors à quel âge un enfant, parce que vous parliez de 18 ans, mais moi je me demandais si on ne pouvait pas éventuellement prévoir un âge plus jeune, mais ma question donc est celle-ci. D'après vous, à quel âge un enfant peut entendre qu'il est issu d'un don? À quel âge peut-il être amené à rencontrer le donneur, ce qui est différent? Et quel serait le cadre le plus favorable pour ce genre de rencontre, en dehors de la plateforme numérique que vous proposez dans votre plaquette? Et enfin, tout à l'heure, vous abordiez, vous, madame, en cas de décès du donneur, une déclaration donc, de l'identité de donneur à l'enfant. Mais moi, ma question, c'est que si le donneur a créé une autre famille, par ailleurs, et que cette famille, donc, composée d'autres enfants, n'est pas au courant, justement, qu'il est un jour donné, est-ce que ça ne va pas impliquer des situations un petit peu compliquées pour cette autre famille? Voilà, merci. Merci. Nicole Dubré-Chirat. Oui, merci à vous. Moi, je voulais revenir sur des choses que vous avez déjà évoquées, puisqu'effectivement, le principe du don en France, c'est la gratuité et l'anonymat, et qu'aujourd'hui, effectivement, l'anonymat, il est vraiment facilement démontable avec les tests ADN qui sont accessibles assez facilement pour tous. Et donc, vous avez répondu sur le type d'encadrement que vous souhaitiez pour permettre l'accès aux origines. Et est-ce que, pour éviter aussi qu'il y ait un risque de la personne, du receveur ou de donneur, de se revendiquer alors qu'il n'a pas forcément envie d'accepter la demande de l'autre. Et puis, cet anonymat-là, il me semble que même s'il était levé, ce qui est aujourd'hui, à mon avis, tout à fait souhaitable avec un encadrement, il y a quand même toute cette abus, je dirais, du secret en France, le secret du donneur, qui a souvent pas révélé à sa famille qu'il a fait un don, le secret de la famille qui n'ose pas dire à l'enfant son mode de naissance, ou même que l'enfant a été adopté, ou des femmes qui n'osent pas dire non plus qu'elles ont accouché sous X. Enfin, tous ces éléments-là, cette culture du secret qui va prendre beaucoup plus d'années à tomber, je trouve, que la levée la révélation des origines et l'aide à accéder à ces origines. C'est une des questions. Et l'autre question, c'était par rapport à l'état civil étranger, la conformité de cet état civil. Comment est-il impossible de le transposer en France à partir du moment où il est conforme à l'étranger? Comment est-ce qu'on ne peut pas arriver à avoir cette reconnaissance-là? Et l'élément complémentaire, c'était, il me semblait qu'à un moment, Madame Taubira, avant de quitter le gouvernement, avait proposé quelque chose qui permettait de reconnaître la nationalité française à des enfants nés à l'étranger de GPA. Et qu'en est-il de cette législation-là? Très bien, je vous propose qu'on commence par l'association Origine, puisque les premières questions étaient pour l'association, et nous conclurons par l'association Clara. Monsieur Kermalvez. Merci, Monsieur le Président. Alors déjà, merci d'être encore là, vu l'heure. Mais ça ne me surprend pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai regardé toutes les commissions et je sais que vous êtes particulièrement assidus. Alors, pour répondre à vos questions, les conséquences par rapport à la famille de mon donneur et par rapport à ma famille du fait d'avoir retrouvé. Alors, je suis en train de commettre un ouvrage pour essayer d'expliquer tout ça. Il y aura évidemment un chapitre sur comment retrouver son donneur pour les nuls, mais il y a aussi comment bien vivre toutes ces découvertes pour les nuls. Et donc j'ai envie de vous dire que sur ce sujet, nous sommes nuls puisque c'est nouveau.
il y a tout à inventer. Ma chance, c'est que moi, je n'ai pas retrouvé tout seul dans mon coin mon donneur. C'est-à-dire que je me suis rapproché de ces voisins dont j'ai enquêté et j'ai su qu'ils passaient le nouvel an ensemble. Et donc j'ai confié un courrier, mais qui a été écrit avec mon père, avec ma mère, avec mes sœurs, avec ma femme. Et en fait, je ne suis pas tout seul à rechercher, à rentrer en contact avec mon donneur. C'est une histoire familiale. C'est-à-dire que je suis dans une famille où nous sommes un petit peu des obélix de la PMA. On est tombé dedans quand on était petit, c'est comme ça. Ma mère m'a dit, m'expliquait mon mode de conception quand j'étais dans son ventre, et je l'ai vu faire la même chose quand elle était enceinte de ma petite sœur. Et donc les conséquences, j'ai envie de vous dire, il y en a relativement peu. La première réaction de mon père a été de me dire « J'espère que tes sœurs pourront trouver elles aussi leur donneur ». Et la première réaction de Gérard, ça a été de dire « Écoute, bravo de m'avoir retrouvé, j'aimerais bien savoir comment tu as fait ». Donc l'aspect polar et l'aspect enquête l'intéressaient énormément. Je n'ai pas encore rencontré ses fils, mais ça va se faire dans les prochaines semaines. Donc je sais que... Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours su qu'on ne pouvait pas se contenter du profil type des donneurs. C'est-à-dire de dire que ce sont des donneurs de sang, qui sont altruistes, qui sont sensibles à la souffrance des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Oui, c'est vrai, et c'est le profil de mon donneur. Sauf que je découvre que le père de mon donneur est pupille de l'État. Je tombe dans une famille qui ne remet jamais en question ma recherche, puisque eux se posent la question de leurs propres origines, en tout cas de l'origine de leur père, depuis toujours. Ils portent tous le nom de leur grand-mère. Et donc, eux aussi ont subi d'une certaine façon, mais là par l'histoire et par accident, l'anonymat. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est ça que je cherche. Ce que je cherchais, c'était de comprendre les motivations de mon donneur, et je comprends que ce sont aussi des motivations qui le dépassent, parce que oui, on ne vient pas de nulle part, on a tous une histoire, et parfois on répète aussi certains schémas reçus, même ceux que l'on n'a pas choisis. Pour revenir plus concrètement aux modalités 18 ans, 16 ans, 14 ans, 12 ans, j'ai aucune idéologie sur ce point. Je pense qu'avec l'accord des parents, s'ils sentent et des institutions, si tout le monde sent collectivement que l'enfant a besoin de connaître ses origines à 12 ans, à 14 ans, à 10 ans, enfin je n'en sais rien, puisque la maturité psychique n'a rien à voir avec l'âge biologique, et donc il faudra effectivement être attentif à faire en sorte que ce soit suffisamment souple, parce que le temps d'attente est quand même quelque chose de très dur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Moi, j'envie énormément ma femme, d'avoir pu faire 10 ans d'études, d'avoir pu vivre avec une certaine sérénité, dans le sens où elle n'était pas encombrée par toute cette histoire. Après, c'est vrai que je dois assumer le fait que nous faisons partie de la première génération et que mes parents ont été particulièrement précurseurs, alors que les banques de sperme, les sécos, leur disaient de surtout ne pas penser à tout cela, de tout oublier et de bien faire comme si cet enfant était le leur. Merci, on était au courant évidemment que je suis leur enfant et ça ne va pas changer. Voilà. Donc est-ce que c'est lié au fait que nous étions un peu seuls, du fait que nous sommes la première génération? Je ne sais pas. En tout cas, je fais tout pour que la parole circule et que chacun puisse se sentir le mieux possible. Ce qui fait que je suis incapable de vous dire à quel âge, par exemple, il faut le dire. Peut-être que c'est quand ils posent des questions, et encore, quelles questions franchement, je ne sais pas. La vraie recette, c'est que les parents doivent faire en fonction déjà d'eux-mêmes et de la façon dont ils ressentent leur enfant. Et bref, je n'ai pas de... Voilà. Quel cadre en dehors de la plateforme? Alors, écoutez, rapidement, s'il vous plaît. Alors, juste très rapidement, nous, la plateforme, ça n'est pas notre idée. Nous portons cette idée qui nous a été soufflée par un des petits-fils des fondateurs des banques de sperme. Parce que lui nous a dit, c'est la seule solution qui soit véritablement respectueuse des uns et des autres. Donc je ne vois pas d'autre solution. J'ai mis 2 mois à m'habituer à cette idée, et au bout de 2 mois, je pense qu'effectivement, c'est celle qui entraînera le moins de problèmes. Merci. Madame, vous souhaitiez ajouter, après que votre époux ait fermé son micro?
Je voulais juste répondre donc sur la question du décès du donneur. Alors très rapidement, en fait, en l'état actuel, la législation sur les archives publiques fait que de toute façon, le dossier du donneur est accessible à tout intéressé à compter de 25 ans après son décès. Donc, il s'agirait simplement de supprimer ce délai et de permettre à l'enfant issu de son don de connaître l'identité du donneur dès le décès. De toute façon, il n'y a pas d'incidence en ce qui concerne la famille du donneur, puisque vous savez que en aucun cas le donneur ne pourra être reconnu comme un père au regard de la loi, donc il est protégé en termes d'héritage, de filiation, etc. Et effectivement, cette rencontre qui a eu lieu entre Arthur et Gérard, elle s'est faite uniquement entre Arthur et Gérard. Son père, celui qui l'a élevé, est venu me dire oh, bah, c'est génial, dis donc, depuis le temps qu'Arthur cherche, et c'est génial que ce soit tombé sur lui parce qu'il a vraiment milité pendant des années pour ça. Mais pour autant, eux ne sont pas rentrés en contact avec Gérard parce que c'est son besoin à lui. Et donc de la même manière, si moi j'apprenais que mon donneur est décédé, j'irais pas voir sa famille parce que ce qui m'importe c'est lui, et donc c'est ce qui me permettrait de me connaître. Et puis de toute façon, toutes les personnes sont soumises à l'article 9 du Code civil, hein. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, ça s'applique à tout le monde, ça s'applique aux donneurs qui ne peuvent pas s'immiscer dans la vie privée des personnes issues de dons et inversement, et il n'y a pas besoin de prévoir d'autres règles là-dessus. Juste sur le secret. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, là, alors, la levée, la possibilité d'accéder à ses origines, on l'a vu en Suède notamment, les couples sont plus nombreux à dire à l'enfant comment il a été conçu quand ils savent que l'enfant pourra savoir qui est son géniteur. Moi, ce qui a fait que mes parents ont mis autant de temps à me le dire, c'est parce qu'ils savaient que j'allais me retrouver avec des questions sans réponse, et c'est effectivement très douloureux, et on est 70 000 dans ce cas-là. Merci pour l'association Clara. Je vais laisser Maître Roch répondre sur les aspects légaux. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce que vous faites écho à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu aussi. Les gestatrices, et la mienne en tout cas, c'est son cas, était aussi une enfant adoptée. Donc, elle l'a fait par altruisme, bien sûr, mais aussi parce que ça faisait écho à sa propre histoire. Je voulais aussi apporter un petit élément d'information. Parmi les 2500 enfants nés par GPA, la moitié sont aussi issus d'un don de gamètes. Et je peux vous dire que dans les pays où cela a été fait, il n'y a pas de secret. Ce sont les parents d'intention qui choisissent les donneurs, les donneuses. Et donc, vous avez un exemple, finalement, de centaines d'enfants qui savent qu'ils sont nés par gestation pour autrui et qui savent qu'ils sont aussi issus d'un don. Et alors ? Ma propre fille, que M. Touraine a auditionnée ici même, le raconte très bien. Et pour répondre aussi à une question qui a été posée, puisque nous avons l'exemple, quand est-ce qu'il faut le dire? Mais nous, on lui a expliqué tout dès sa naissance. Dès qu'elle a été en âge de comprendre, de dire 3 mots, on lui a tout raconté. Qu'il y a eu une fée qui s'est penchée sur son berceau pour la porter, une autre qui a donné la graine. Et ça pose aucun problème. Voilà, c'était juste... Maintenant, je te laisse sur les aspects légaux. Maître Roch. Réputation des avocats, je vais essayer d'être très brève. Sur la circulaire, voilà, je voyais bien que ça allait susciter. Sur la circulaire Taubira, qui est donc en 2013 adoptée par la garde des Sceaux, fait évidemment suite aux difficultés qu'avaient un certain nombre d'enfants d'obtenir des passeports ou des laissez-passer alors qu'ils étaient à l'étranger. D'ailleurs, je dois dire que le Conseil d'État a été sur la question du statut des enfants nés de gestation pour autrui beaucoup plus moteur sur l'application des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de cassation. Donc, ce qu'a fait Christine Taubira, c'est pour faciliter la délivrance de ces passeports et des cartes d'identité. Elle a pris une circulaire en indiquant que le fait d'être issu, enfin, de pays qui pratiqueraient la GPA ne met pas en cause pour autant les actes d'état civil dès lors qu'ils sont réguliers. Autrement dit, dès lors qu'il n'y a pas de soupçon d'une fausse identité ou autre, on délivre les certificats. Sauf que depuis, c'est pas du tout ce qui se passe. Depuis, dans les certificats de nationalité française qui sont aujourd'hui délivrés, on enlève la mère. On ne met que le père. Suite aux arrêts de la Cour de cassation,
La direction des affaires civiles et du Sceau bloque tous les dossiers. Et dans tous les dossiers, il ne mentionne que le père, dont on présume qu'il est père biologique, alors que, comme l'a dit très bien Sylvie Ménesson, il y a un certain nombre de GP à la moitié qui sont nés de dons de sperme. Ça, c'est donc la première question. Autrement dit, nous revenons à l'origine de l'audition. La situation ne s'est non seulement pas arrangée, mais elle s'est dégradée suite aux arrêts de la Cour de cassation, puisque, du coup, la direction des affaires civiles et du Sceau exécute que la jurisprudence de la Cour de cassation. On enlève la mère. Et quand vous me demandiez à propos des actes de naissance étrangers, pourquoi ils ne sont pas transcrits tels que, parce que la Cour de cassation, toujours par cette histoire de mater semper est, ne transcrit que le père. Et du coup, nous avons aujourd'hui un statut différent selon la gestation pour autrui homoparentale ou la gestation pour autrui hétérosexuelle. Car dans la gestation pour autrui homoparentale, nous avons maintenant les deux pères qui peuvent être finalement mentionnés, puisque le père d'intention a toujours un jugement d'adoption ou un jugement qu'on appelle un jugement de parentalité qui est analysé par les cours françaises, les juridictions françaises comme un jugement d'adoption, alors que la mère d'intention ne l'est pas. Or, souvenons-nous des débats qui ont présidé au mariage pour tous. Ce qui était en débat, c'est attention à la gestation pour autrui homoparentale. Aujourd'hui, elle est de fait reconnue et le statut de ces enfants-là est beaucoup moins compliqué que le statut des enfants issus de gestation pour autrui hétérosexuelle, qui pourtant sont celles qui, si on le dit par rapport à la PMA telle qu'elle est aujourd'hui envisagée en France, je rappelle que la PMA, c'était faire comme si un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants en avait, d'où l'histoire également du secret. Une précision, c'est 50% de dons d'ovocytes, pas de sperme. Voilà, je vous remercie pour cette audition et nous suspendons la séance.